Alors on va travailler par milieu, et en particulier dans cette vidéo s'intéresser au milieu aquatique, parce que les contraintes en milieu aquatique et en milieu aérien sont très différents. Et pour le milieu aérien, eh bien, vous avez déjà l'exemple des angiospermes. Donc là, on se concentre sur le milieu aquatique et comment fonctionnent les autotrophes pluricellulaires en milieu aquatique. Donc comme on est en milieu aquatique, l'absorption de tous les éléments nécessaires à la photosynthèse se fait de façon beaucoup plus simple, simplement par diffusion entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, et seulement éventuellement parfois il y a une diffusion à l'intérieur même de l'organisme. Donc c'est complètement différent de ce qu'on avait vu chez les plantes en milieu aérien, où il y avait nécessairement des corrélations interorganes avec une convection dans l'organisme. L'énergie lumineuse, elle se propage à travers le milieu aquatique. Donc le terme diffusion ne s'applique pas à elle, bien sûr, elle se propage directement. Le CO2 est sous forme dissoute et sous forme dissoute, il diffuse, lui, et donc il passe sans problème à travers les membranes, puisqu'il passe à travers les lipides. Même chose pour l'eau. Par contre, pour les sources d'azote, ce n'est pas forcément le cas. Alors si c'est du diazote, oui, ça diffuse et ça passe à travers les lipides, mais si c'est des nitrates, il y a nécessairement un transporteur au nitrate qui est présent sur la membrane de cette autotrophe pluricellulaire aquatique. Donc ici on voit qu'il n'y a pas de séparation entre les sites d'approvisionnement en ions, en eau, et les sites de la photosynthèse, c'est le même, et la diffusion apporte tout simplement les éléments nécessaires à la photosynthèse. Alors tous les autotrophes aquatiques possèdent des surfaces photosynthétiques, alors que tous les autotrophes aériens ne sont pas nécessairement photosynthétiques, puisque vous avez le contre-exemple de Nitrobacter. Quand vous avez un organisme photosynthétique, le pigment qu'il possède toujours, systématiquement, est de la chlorophylle A. Il peut avoir divers autres pigments supplémentaires, mais il y a nécessairement de la chlorophylle A, parce que la chlorophylle A est le seul pigment qui, quand il absorbe une longueur d'onde adéquate, donc 720 ou 680 nanomètres, s'oxyde spontanément en libérant un électron. Et pourquoi il y a besoin d'une absorption lumineuse? C'est parce que le potentiel redox de la chlorophylle A avant absorption d'énergie lumineuse n'est pas suffisant pour pouvoir donner ces électrons aux chaînes photosynthétiques. Il est trop bas. Donc je vous rappelle pour ça le diagramme avec les potentiels redox standards. Le potentiel de la chlorophylle A sans lumière est beaucoup trop faible pour le premier accepteur d'électrons qui se situe ici. C'est seulement par absorption d'énergie lumineuse de longueur adéquate que la chlorophylle A passe dans un nouvel état qu'on dit état excité. Donc les électrons se répartissent différemment le long de ces pigments. Ce qui fait qu'un électron, comme les électrons sont très délocalisés, un électron peut être cédé spontanément. Il y a oxydation spontanée et un accepteur d'électrons de la chaîne photosynthétique peut le recevoir, puisque désormais la différence de potentiel redox est dans le bon sens, si j'ose m'exprimer ainsi, pour qu'il y ait transfert, puisque vous savez que selon la loi des potentiels redox, il faut que les différents couples redox soient correctement positionnés le long des potentiels redox standards pour qu'il puisse y avoir des échanges. Il n'y a que la chlorophylle A qui est capable de faire ça. Les autres pigments absorbe et libère de l'énergie lumineuse, mais ça ne déclenche pas de réaction d'oxydation. Tout ce que font les autres pigments, c'est que certes ils vont passer à un état excité, mais ils vont revenir à leur état standard en libérant justement de l'énergie lumineuse. Donc par exemple, si on prend de la chlorophylle B, en absorbant de l'énergie lumineuse, elle passe à un état excité, mais elle va revenir à cet état initial, donc soit parfois simplement en émettant de la fluorescence, et donc là cette énergie est perdue, parce que c'est de la fluorescence et de la chaleur qui est réémise, et parfois si on est dans une
dans une antenne collectrice et qu'il y a une chlorophylle A à proximité et que la longueur d'onde de réémission est adéquate, parfois elle pourra transférer cette énergie à la chlorophylle A, mais en aucun cas faire de réaction redox. Et j'ai pris la chlorophylle B ici, mais en fait vous pourriez dire exactement la même chose de n'importe quel pigment de l'antenne collectrice. Ils sont capables certes de s'exciter et de se désexciter, mais la conséquence de leur désexcitation, c'est seulement de transmettre cette excitation à d'autres pigments. Alors que la chlorophylle A, quand elle se désexcite, elle libère un électron. Cette chlorophylle A étant désormais sous forme oxydée, elle peut réagir avec les donneurs d'électrons que sont le couple H2O2. Donc le point de départ n'est pas l'eau, le point de départ est la chlorophylle A qui s'oxyde, qui libère un électron et qui ensuite, parce qu'elle est sous forme oxydée, réagit avec l'eau pour redonner une chlorophylle A réduite. Donc on va retrouver de la chlorophylle A dans tous les organismes photosynthétiques avec d'autres pigments éventuellement associés. Par contre, la disposition peut être un petit peu différente. Donc soit on a un seul type cellulaire comme chez l'ulf et même un seul chloroplaste par cellule, un chloroplaste géant. Donc là on est dans le système photosynthétique le plus simple, un chloroplaste par cellule. Soit on est sur des structures un petit peu plus complexes, donc par exemple comme chez le fucus où il y a plusieurs cellules et même plusieurs types cellulaires avec des cellules autotrophes en périphérie et des cellules partiellement hétérotrophes au centre. Donc là, bien sûr, la chlorophylle A sera exclusivement, presque exclusivement présente dans le cortex. Alors, on a représenté ici en vert pour insister sur la présence de chlorophylle A, mais vous savez qu'en fait, il s'y rajoute d'autres pigments, notamment des pigments bruns, ce qui fait que en TP, l'image générale est une image brune, puisqu'en plus de cette chlorophylle A, il y a des pigments bruns. Donc justement, si on s'intéresse aux pigments supplémentaires, en plus de la chlorophylle A, que l'on peut trouver chez les différents organismes, chez les algues vertes, on retrouve exactement les pigments des angiospermes. Et en fait, pas seulement des angiospermes, de toutes les embryophytes, donc les pigments qu'on trouverait aussi chez les filicophytes, c'est-à-dire les fougères. Donc si on fait un extrait, ce qu'on peut vous proposer en TP, vous broyez donc soit une algue, ça va être un peu difficile à cause de l'épaisseur des parois, soit un angiosperme, soit même une fronde de fougère. On broie tout ça et puis ensuite on le fait migrer en chromatographie. Donc chromatographie sur papier tout simplement, avec des pigments qui sont partiellement hydrophiles, partiellement hydrophobes, donc classiquement de l'éthanol et puis un autre pigment un petit peu moins hydrophile. Et les pigments vont migrer en fonction de leur solubilité. Donc le plus soluble c'est les carotènes qui migrent très vite. Ensuite les xanthophiles, donc il faut prendre en photo très vite le résultat de votre chromatographie parce que ces pigments jaunes sont très sensibles à la lumière et ne sont pas très colorés. Donc la tache des xanthophiles disparaît très vite. Alors les carotènes et xanthophiles, il faut mettre au pluriel, il y en a plusieurs. Ensuite la fameuse chlorophylle A, donc, qui est capable de libérer ses électrons. Et un peu en dessous de la chlorophylle B. Donc ça, c'est ce qu'on trouve en fait chez tous les organismes de la lignée verte, c'est-à-dire les algues vertes et l'ensemble de toutes les embryophytes. Si on fait au contraire un extrait d'algues brunes, donc qui est déposé ici, on retrouve des carotènes, on ne retrouve pas de xanthophiles, on retrouve de la chlorophylle A, une autre chlorophylle qui migre moins vite que la chlorophylle A, mais qui n'est pas de la B, qui est de la C. Donc il faut le savoir, c'est pas forcément évident à l'issue de la chromatographie. Et puis une tache brune caractéristique qui est la fucoxanthine. D'où la couleur des algues dites brunes, qui en fait ne sont pas brunes, elles ont un fond vert sur lequel se rajoute une couleur brune qui est due à la fucoxanthine. Et ça leur permet d'absorber presque toutes les longueurs d'onde, puisque vous savez qu'un corps noir est un corps qui absorbe toutes les longueurs d'onde et qui ne renvoie rien. Et bien ce qu'il y a de plus proche d'un corps noir, c'est un corps marron. Un corps marron absorbe presque toutes les longueurs d'onde possibles. Alors qu'au contraire, un corps vert absorbe les longueurs d'onde rouges. Si on prend une algue rouge, donc ici on a pris Chondrus crispus, mais ça pourrait être Polysiphonia puisque c'est elle qui est au programme.
On retrouve la tache de carotène, on retrouve les chlorophylles, on retrouve la chlorophylle A, mais ce qui est très particulier aux algues rouges, c'est que leurs pigments rouges sont insolubles dans l'éthanol et dans la plupart des pigments qu'on utilise, des solvants plutôt polaires que l'on utilise pour les chromatographies. Donc là, on a une absence totale de migration de la fucoérythrine qui ne migre pas parce qu'elle est hydrophobe. Elle est très très peu polaire et si on voulait la faire migrer, il faudrait la faire migrer avec de l'acétone. Le rôle de ce pigment, c'est la même idée que pour l'algue brune, c'est-à-dire qu'en plus des longueurs d'onde que peuvent déjà absorber les algues vertes, les algues rouges peuvent absorber quelques longueurs d'onde supplémentaires grâce à ces pigments rouges, et ce qui fait que quand on va regarder l'étagement des algues en fonction de la profondeur, on aura d'abord des algues vertes, mais ensuite les algues vertes, très vite avec la profondeur, ne sont plus capables d'absorber de longueurs d'onde utiles pour la photosynthèse, parce que les longueurs d'onde utiles par la photosynthèse ont été déjà absorbées par l'eau, qui absorbe beaucoup, d'où sa couleur bleue. Mais les algues rouges peuvent encore absorber les longueurs d'onde restantes, mais très vite, elles aussi, elles ne pourront plus absorber les longueurs d'onde supplémentaires et ensuite, plus profond, on ne trouvera que les algues brunes parce qu'elles sont capables d'absorber toutes les longueurs d'onde présentes, y compris celles qui restent parce qu'elles n'ont pas été absorbées par l'eau. Donc cet équipement pigmentaire, vous voyez qu'il a une conséquence immédiate, il a une conséquence pour la répartition des algues avec la profondeur. Alors vous vous méfierez que les exemples que nous étudions ici sont des algues de littoral et elles ne présentent pas cet étagement, elles ont toutes été ramassées ici sur le littoral. Elles, leur répartition dans l'écosystème dépend de leur capacité à supporter la sécheresse. Alors pas la sécheresse permanente, mais la déshydratation de la période de marée basse. Donc finalement, c'est plus les propriétés de leurs parois qui induit la répartition des algues sur le littoral et pas leur équipement pigmentaire. Ça, c'est la répartition en profondeur. On est en train de parler d'un étagement sur plusieurs mètres de profondeur. Alors même si elles ont toutes de la chlorophylle A, même si globalement on voit chez toutes des chloroplastes, en fait, les chloroplastes des différentes algues ne sont pas toutes organisées comme celles que vous connaissez chez les embryophytes. En particulier, le nombre de membranes est un élément variable. Elles n'ont pas toutes deux membranes qui entourent le chloroplaste. Et puis, les thylakoïdes peuvent avoir quelque chose de particulier et former une structure typiquement aquatique qu'on appelle le pyrénoïde. À partir de cette photo en microscopie électronique à transmission, essayez de légender tout ce qui est désigné par des flèches en utilisant vos connaissances sur les angiospermes. Donc ici, on a quelque chose de particulier chez une algue brune. On nous donne quelques éléments, donc on nous dit qu'ici c'est le noyau, donc nous retrouvons les deux membranes externes du noyau. Jusqu'ici tout a l'air normal, si ce n'est que ils sont désignés par un même trait de légende avec deux autres membranes que nous aurions volontiers attribuées au chloroplaste. Donc déjà c'est un petit peu embêtant. On nous désigne une zone comme étant le pyrénoïde possédant la ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygénase. Alors on se doute que tous les petits points opaques là sont effectivement la rubisco puisque les protéines sont complètement opaques aux électrons. Donc on comprend bien que la rubisco elle est un petit peu partout ici et là aussi. Donc un amas de rubisco, on comprend bien, mais il y a clairement ici une double membrane. Et une double membrane à l'intérieur d'un chloroplaste, c'est ce qu'on appelle un thylakoïde. Alors ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu à l'intérieur d'un organisme aérien. C'est un amas de rubisco autour d'un thylakoïde. Et ça, c'est la définition d'un pyrénoïde.
Alors on va voir pourquoi est-ce que presque toutes les algues aquatiques, presque tout le temps, ont ce fameux pyrénoïde. On retrouve ensuite des doubles membranes par série, donc ça ce sont des amas de thylakoïdes qui sont présents, ça ne nous choque pas plus que ça. Et puis on retrouve la périphérie du chloroplaste avec apparemment beaucoup de membranes, hein, au moins 1, 2, 3, peut-être 4. Une zone de cytoplasme et puis une zone de membrane externe, puisque après on est sur quelque chose de très transparent, c'est probablement la membrane externe, et ça c'est probablement le cytosol. Donc l'ensemble de ce qui est désigné par la flèche de là à là devrait a priori être un chloroplaste possédant des thylakoïdes, possédant un pyrénoïde, avec quelque chose d'un petit peu spécial ici quand même, c'est qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que on a un seul trait de légende pour les deux, ce qu'on prend pour les deux membranes externes du thylakoïde et les deux membranes du noyau. Donc on arrive à retrouver des choses, mais il y a quand même des éléments un peu étonnants. Regardons si notre interprétation était correcte. Alors ils sont d'accord avec nous qu'il y avait bien une enveloppe nucléaire suivie d'une double enveloppe. Mais quand on regarde les légendes, ils légendent tout ça comme étant les membranes du chloroplaste. Parce que effectivement, les membranes du noyau se prolongent, s'étendent et forment les doubles membranes externes du chloroplaste. Donc on a quelque chose de très bizarre ici. On a 4 membranes autour du chloroplaste. Et puis, il y a des éléments ressemblant à des vésicules qui sont coincés entre la double membrane qui finit par être la double membrane du noyau et la double membrane habituelle, j'allais dire, classique du chloroplaste. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? On retrouve des thylakoïdes regroupés, mais ça ne nous choque pas plus que ça. On connaît les granomes, donc pourquoi pas, hein, des thylakoïdes regroupés. Le fameux pyrénoïde, dont on ne sait toujours pas à quoi il sert. On avait proposé un cytosol, ça fonctionne bien, une membrane plasmique aussi. Et puis la zone claire qu'on avait pris pour l'extérieur est en fait une paroi glucidique, mais constituée quasiment que de glucides, donc pas opaque du tout aux électrons. Donc là, nous avions commis une erreur. Donc on retrouve des choses familières, mais 4 membranes à l'intérieur du chloroplaste et des vésicules coincées entre les deux paires de membranes. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faudra expliquer. Alors nous ne l'expliquerons pas tout de suite, hein, ce lien entre les membranes du chloroplaste et puis les membranes externes qui sont là. Donc ce schéma vous permet de voir où est la membrane du noyau et comment la double membrane du noyau se prolonge ici. En fait, vous êtes habitué à ce que la membrane, l'enveloppe nucléaire, se prolonge en réticulum, et là, ça se prolonge en autre chose, donc qu'il faudra expliquer. On va laisser le suspense, et dans le cours sur la phylogénie, nous proposerons une hypothèse évolutive pouvant expliquer cette origine d'un chloroplaste à 4 membranes, très particulier chez certaines algues.